Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. L'autoroute A75 bloquée à cause de la neige à hauteur des Monts Verts. C'est dans le nord de la Lozère. Image, vous le voyez, impressionnante de toutes ces voitures qui sont arrêtées, qui ne peuvent plus avancer. Le point sur cet épisode et son évolution dans un instant avec notre spécialiste météo Sandra Larue. Un nouvel hôpital est visé par une cyberattaque. C'est le centre hospitalier André Mignot de Versailles qui a été ciblé hier soir. Conséquence, un accueil limité et des transferts de patients en cours. Des mesures urgentes de sécurité informatique ont par ailleurs été prises, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre de la Santé, M. Braun, invité de BFM Politique à la mi-journée. François Braun qui évoque un possible retour du port du masque obligatoire alors que les chiffres de contamination remontent. Il faut renforcer le port du masque dans les lieux clos. C'est ce que dit de son côté Brigitte Autran, la présidente du COVARS, qui a remplacé le Conseil scientifique. Et puis la question nucléaire, du nucléaire civil en Ukraine, au cœur des discussions internationales. Emmanuel Macron va s'entretenir avec Raphaël Rossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un échange juste avant une prochaine conversation avec le président Vladimir Poutine. C'est la sécurité de la centrale de Zaporijia qui est en jeu. Ces images d'abord de neige en Lozère, la neige qui entraîne de fortes perturbations sur l'A75 à environ 1 km de l'aire de la Lozère à hauteur des Monts Verts. Vous voyez ces images impressionnantes, des centaines d'automobilistes qui sont bloqués par la neige sur cette autoroute qui est l'une des plus hautes d'Europe. La Lozère qui est placée en vigilance jaune, neige et verglas. Nous sommes en direct avec Cédric Grelon. Cédric, je crois que vous avez été bloqué tout à l'heure sur cette autoroute A75 par la neige. Racontez-nous. Alors oui, en fait, je suis parti à 9h de Clermont-Ferrand pour rejoindre ma famille en Aveyron, pour retourner chez moi. Et à environ une trentaine de kilomètres de l'aire de la Lozère, justement, la neige a commencé à vraiment bien tomber. Il y avait déjà depuis un moment, parce que je sais que dans la nuit déjà, il y avait eu une petite alerte. Alors moi, je suis tout équipé, j'ai les 4 roues pneus neige équipés. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que les gens se sont engagés sur cette voie malgré qu'il n'y ait pas d'équipement. Après, on est en loi montagne, donc normalement, ils devraient savoir qu'il y a des risques. Mais cependant, il n'y a pas de panneau non plus qui indique que sur la 75, on pouvait pas s'engager sans équipement. Et du coup, au fur et à mesure des kilomètres, il y avait des voitures qui étaient en travers. Ça roulait de moins en moins bien. Les gens, en plus, ne savent pas conduire sur la neige. Résultat des courses, ils se mettent à la fois sur la gauche et à la fois sur la voie de droite. Alors que généralement, il faut privilégier une voie de manière à pouvoir laisser une voie de délestage pour les chasse-neige. Et résultat des courses, c'est devenu un capharnaüm à un certain moment, quand la neige était vraiment trop épaisse, les pneus ne roulaient plus. Les gens, dès que ça descend, ont peur, donc ils se mettent en travers, ils donnent des coups de frein, ça part en live. Et à l'inverse, ils ont très peur quand ça monte. Et on en est les images que j'ai filmées, que j'ai mis en ligne, pour prévenir les gens qui sont sur la 75 de sortir, quoi. Voilà. Combien de temps vous êtes resté bloqué? Comment vous en êtes sorti justement de cette galère sur l'autoroute? Écoutez, ça a duré quasiment une bonne heure pour arriver juste à l'aire de la Lozère. Donc j'étais à 1000 mètres, on peut le voir sur le panneau quand je filme. Je suis à 1 km de l'aire, donc on a fait 45 minutes au moins pour arriver jusqu'à l'aire de la Lozère. Et là, j'ai décidé, moi, d'après, en partant de l'aire de la Lozère, de m'exfiltrer en passant par les routes secondaires, les axes secondaires. Et là, bizarrement, j'ai eu 10 km d'un peu compliqué avec beaucoup de neige. Et après, de suite, parce que c'était vraiment une toute petite départementale. Mais après, par contre, les axes secondaires étaient vraiment très bien dégagés. La raison est simple, c'est pas la faute non plus de la DDE en soi, c'est parce que les gens bloquent, parce qu'ils bloquent l'intégralité des voies, et du coup les chasse-neige ne peuvent pas faire leur travail, et du coup c'est de fil en aiguille, ça crée ce capharnaüm total, quoi. Donc j'ai réussi à m'exfiltrer, mais j'ai quand même mis au final 6h30 pour faire Clermont-Ferrand chez moi à côté de Rodez. Alors que vous mettez combien de temps d'habitude? À peine 2h30, un peu plus de 2h30, quoi.
Voilà. On voit, Cédric, que vous êtes habitué à conduire sur la neige, à ces conditions particulièrement difficiles, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres automobilistes visiblement aujourd'hui bloqués. Pour bien se rendre compte là, de l'épaisseur de la couche de neige sur place, il y a combien à peu près ? Bah écoutez, j'avais 1 mètre sur moi parce que je travaille dans un secteur où j'ai besoin des fois d'avoir un petit mètre. Donc du coup, j'ai pris des photos en montrant à plusieurs endroits. Et à midi à peu près, quand on était vraiment bloqué à l'aire de la Lozère, il y avait un peu plus de, il y avait entre 18 et 20 cm. Et il continuait à neiger. Hein. Vous n'avez pas été alerté par ces chutes de neige? Vous avez été surpris localement cette chute de neige forte? Alors non, on était en vigilance. Météo France avait prévenu que de toute façon il y avait des chutes de neige. Dans l'équipe que nous étions à Clermont-Ferrand samedi, des gens sont partis le soir, eux, pour rentrer à Montpellier. Ils ont été très embêtés, hein, ils ont mis du temps, parce que justement, ils étaient derrière un chasseur qui faisait son travail. Donc en fait, il y a eu quand même des alertes. Alors le gros souci, je vous dis, c'est que la loi montagne n'est pas assez relayée. Sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de loi montagne. Vous voyez, même on plaisantait avec ça, avec des gens qui sont sur Montpellier, qui vont monter. Je leur ai dit, si vous passez par l'Aveyron, ayez au moins des chaussettes et ou des chaînes dans votre voiture, parce que vous risquez quelque chose. Et vous voyez, en fait, ça c'est arrivé. Voilà. Les gens ne le savent pas, donc du coup, ils vont pas les routes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Cédric, pour votre témoignage. La loi montagne, effectivement, on le rappelle, depuis le 1er novembre, il est obligatoire d'avoir des équipements, des pneus neige, des chaînes dans des départements comme la Lozère, notamment, qui est concernée. Sandra Larue est avec nous. On va faire un point sur cette situation, cet épisode, Sandra, pour bien se rendre compte de ce qu'il se passe et comment ça va évoluer. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on est progressivement rentré dans l'hiver, donc des conditions plus hivernales qui s'installent. C'est vrai qu'on a vu les températures déjà baisser progressivement tout au long de la semaine, là, si bien qu'on est passé en dessous des normales de saison. Et puis dans le même temps, ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'on a eu en Méditerranée une goutte froide qui a apporté des pluies, donc sur le littoral méditerranéen. Et évidemment, en arrivant ces pluies sur les régions plus dans les terres, donc la Lozère, le Massif central, évidemment avec les températures basses, eh bien, ça a donné des précipitations sous forme de neige. Alors on voit les départements, et notamment la Lozère, le Massif central, les Alpes du Sud, sont concernés, on le disait, par cette vigilance jaune avec un risque de neige verglas. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on voit ce courant de sud, cet air froid sur le pays et donc ces précipitations qui se sont, c'est vrai, peut-être un petit peu intensifiées dans le courant de l'après-midi là et du début d'après-midi sur le département. Alors maintenant, c'est réglé. La situation est réglée puisque tout cela circule finalement assez vite. C'est vrai que le quart sud-est a été alimenté en précipitation tout au long du week-end puisque l'épisode a commencé hier. Et là, on le voit, c'est quasiment sec. On a encore quelques traces. Vous le voyez, tout ce qui est en vert, c'est de la pluie et neige mêlée. Tout ce qui est en blanc sur cette image radar, donc c'est les précipitations, c'est de la neige. Donc il neige encore sur les Alpes du Sud, plus sur le littoral, c'est des précipitations. Et tout cela a tendance à remonter vers le nord. Donc le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire peut être encore concerné dans ces prochaines heures, mais tout cela va rentrer dans l'ordre. En fait, ensuite, ce qu'on va surveiller, c'est ce qui va se passer dans la nuit et demain. Alors sans caractère vraiment trop grave, entre guillemets, il faudra quand même être prudent sur les routes parce qu'on attend des Ardennes jusque sur les Hauts-de-France. Quelques précipitations sous forme de neige. On pourrait avoir un léger saupoudrage à 2 cm sur ces régions. Ça pourrait tenir demain matin, donc il faudra être prudent si vous devez circuler, d'autant que les températures, vous voyez, seront encore bien basses. Merci Sandra Larue. On en vient à présent à 16h08 à cette autre actualité, une nouvelle cyberattaque dans un hôpital. Ça s'est passé hier soir à l'hôpital André Mignot du centre hospitalier de Versailles, situé au Chênay-Rocamcourt près de Paris. Kelly Lafin, vous êtes sur place pour BFM TV. L'accueil des patients en conséquence a dû être limité. Que sait-on de ce qui s'est passé sur place ? Alors on ne sait pas précisément depuis combien de temps le virus s'était introduit dans le système informatique de l'hôpital. En tout cas, le personnel s'en est aperçu hier soir lorsqu'une application s'est éteinte et à l'écran est apparue une tête de mort avec une demande de rançon. La direction de l'hôpital, comprenant immédiatement ce qui se passait, a demandé aux employés d'éteindre tous les ordinateurs pour éviter que le virus ne se propage davantage. En tout cas, son système informatique aujourd'hui, c'est toute la vie de l'hôpital
qui est chamboulé, notamment au niveau de la transmission des informations. Et puis surtout, c'est aussi la vie de certains patients qui est mise en danger. Par exemple, les patients qui doivent être surveillés en permanence au niveau, par exemple, du rythme cardiaque. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, est venu à la mi-journée dans cet hôpital rencontrer notamment la direction de l'établissement. À la sortie, il a exprimé son exaspération. Écoutez-le au micro d'Audrey Alous. Je condamne avec la plus grande fermeté cette cyberattaque d'ampleur. Honte aux criminels qui s'attaquent ainsi à nos établissements hospitaliers et donc à nos concitoyens les plus fragiles. L'hôpital va déposer plainte à 16h. Le parquet cyber de Paris est saisi de l'affaire. L'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité des systèmes d'information, effectue un suivi au plus près de la situation de l'hôpital et des revendications éventuelles. Là aussi, nous en saurons plus dans les prochains jours. Au total, une dizaine de patients doivent être transférés. 3 ont déjà été accueillis dans des établissements d'Île-de-France. Les autres seront probablement transférés vers des hôpitaux de province. Parmi ces patients, il y a des bébés du service de néonatalité. Le service des urgences, quant à lui, est quasiment à l'arrêt. Très peu de patients sont accueillis actuellement. Ce sera encore le cas demain. Et pour les opérations qui sont programmées, eh bien, beaucoup devront être soit reportées, soit réalisées dans un autre établissement. Merci beaucoup Kelly. La fin donc dans les Yvelines avec Adrien Laure Blanchet. Sur le front du Covid, le rebond épidémique est bien là. Sur les masques, Brigitte Autran, la présidente du COVARS qui a remplacé le conseil scientifique, demande à renforcer le port du masque. Il faut aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos, là où il y a une promiscuité importante, dit-elle. Alors faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire, notamment dans les lieux clos? Le docteur Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital Pompidou, était avec nous tout à l'heure. Écoutez. Il ne faut pas arriver à l'obligation. Pour le moment, il faut informer, il faut le dire. En tout cas, le port du masque, il est fortement conseillé dans les milieux clos, l'aération, où on ne peut pas respecter les gestes barrières. En tout cas, ce qu'on le voit, la météo, elle n'est pas bonne. L'hôpital, il n'est pas bon aussi. Il est dans une situation un peu difficile. Il y a des attaques en plus, ça n'arrange pas les choses. Donc, il faut reprendre en charge ces patients-là qui sont à Versailles. Déjà, on est dans une situation très tendue. Et je pense que l'hiver arrive avec les virus de la grippe, la Covid qui monte et en plus les bronchiolites. Voilà, donc il faut qu'on soit un peu responsable. Il ne faut pas arriver jusqu'à l'obligation, mais comme d'habitude, il ne faut pas attendre que la situation devienne tendue pour qu'on puisse faire l'obligation et passer par légiférer à chaque fois. Je pense que on connaît bien l'épidémie, on a passé plus de 2 ans avec. Il faut que nos concitoyens se rendent compte de la difficulté que l'hôpital vive actuellement et que si on ne respecte pas ces mesures simples, on va se retrouver avec un hôpital qui est surchargé et ça veut dire que c'est des malades qu'on va encore déprogrammer, on va se retrouver dans la routine qu'on a déjà vécue il y a quelques mois. Et je rappellerai aussi, il n'y a pas que le port de masque, il faut aussi se mettre à jour par rapport à la vaccination contre la grippe et contre la Covid pour des patients qui sont un peu fragiles. Et à partir d'un certain âge, il faut le faire. Voilà. Une situation sanitaire qui a évidemment une dimension politique également. Mathieu Coach, sur cette question des masques, qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement ? Alors, il y a 2 choses que le gouvernement peut faire. De la prévention, c'est ce qui est fait en ce moment, ou contraindre les Français, et ça, le gouvernement voudrait ne pas y arriver. Alors, sur la vaccination, on a entendu le gouvernement qui multiplie les appels solennels à cette vaccination. Elisabeth Borne l'a fait à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé l'a refait ce midi sur BFM TV. Il faut dire que la vaccination, elle est à la traîne. Moins de 40% des 60-80 ans ont reçu leur 4e dose. 20% seulement des plus de 80 ans. Donc, il faut aller plus fort sur cette vaccination. L'autre levier, c'est le port du masque. Et c'est là que le gouvernement a le plus de marge. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire dans les transports notamment ? François Braun l'a dit chez nous, chez Jean-Baptiste Boursier, qu'il n'était pas favorable à la coercition, mais que si les chiffres augmentaient, eh bien son bras ne tremblerait pas pour une obligation. Et il fait une précision importante, le ministre de la Santé, il dit que ça peut se faire par décret. Ça veut dire qu'une loi n'est pas obligatoire et donc ça peut aller très vite, quasiment du jour au lendemain, d'autant plus que les protocoles, eh bien, ils sont bien connus par les préfectures parce qu'on l'a fait pendant des années. La décision finale, c'est la première ministre qui la prendra. Les chiffres, ils vont être scrutés dans les jours qui viennent. Avec l'approche de Noël, eh bien, il faut éviter que la situation se dégrade trop à l'hôpital. Il y a 60 personnes qui meurent chaque jour en ce moment en moyenne à l'hôpital. Et donc, ça peut aller vite et on pourrait se retrouver plus vite qu'on ne le pense, en tout cas avec un masque sur le nez dans le métro ou dans le bus.
Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron qui échange cet après-midi avec le patron de l'AIEA. Et il doit à nouveau s'entretenir avec Vladimir Poutine prochainement. On va y revenir dans un instant. On en parlera avec le général Pellistrandi. Oui, Minou. Hein? Attends 2 secondes. Oui, j'y suis. Oui, j'ai les choses piquantes, j'ai tout ça, tout est chaud, tout est... Oui, j'arrive. Allez, à tout de suite. C'est fou ça, j'ai l'impression qu'elle me connaît pas. Oh. Wow. Non, Omar, oui, c'est moi, je suis ton guide. Bienvenue dans la nouvelle app Zobet. Ici, tu contrôles tout Paris. Tu choisis ce qui va te faire vibrer. Élimine le joueur grande et Attends. Non, désolé Omar. Non, je le prends pas. Tu as raison, c'est aussi ça le pari. Avec le nouveau Zobet, tu es son première loge pour parier. Zobet, parier sur le plaisir. C'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Bien sûr que c'est un manque de respect, je sais pas de quoi il parle, je vois même pas la télé, mais bon. Quoi, je vois... Eh ben voilà, toi aussi tu vas te prendre un carton. Allez, change-moi la table. Carrément, tu changes d'équipe? Waouh. Eh ben savoir changer, ça change tout. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Governor of Poker 3 apporte l'amusement à la table. Pouvez-vous bien jouer vos cartes? Choisissez une table, jouez avec finesse et battez des joueurs du monde entier en direct. Governor of Poker 3, recherchez GOP3, téléchargez l'application et jouez gratuitement. 16h16 à la une dans l'après-info, l'autoroute A75 qui a été bloquée à cause de la neige, de fortes chutes de neige à hauteur des Monts Verts, c'est dans le nord de la Lozère. Des images, vous voyez, impressionnantes. Images témoins de ces nombreuses voitures qui ont été arrêtées, bloquées sur l'autoroute au niveau de l'aire de la Lozère. Une situation qui s'est rétablie peu à peu dans l'après-midi. On évoque également la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron qui va parler avec Raphaël Grossi, c'est le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, autour des questions de sécurité du nucléaire civil. Bien sûr, les questions autour de la centrale de Zaporijia. Il s'agit d'un préalable à un échange prochainement avec Vladimir Poutine. On en parle avec le général Pellistrandi. Ça fait un moment que le chef de l'État n'a pas parlé à Vladimir Poutine. La dernière fois, c'était le 11 septembre dernier. On peut s'attendre à un échange très tendu, voire glacial entre les deux hommes. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait à négocier. On sait que Moscou il n'y a aucune ouverture de la part de Vladimir Poutine. Donc l'angle d'attaque, en quelque sorte, pour le président Macron, ça sera autour de la centrale de Zaporijia. Il en a parlé longuement avec le président Joe Biden lors de son séjour, sa visite d'État aux États-Unis. Il va en parler aujourd'hui avec Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et pour essayer de trouver une solution pour au moins préserver donc la centrale avec en toile de fond, néanmoins, la problématique de l'approvisionnement en électricité en Ukraine, puisque, en gros, on a un quart des foyers qui sont privés d'électricité suite au bombardement russe. Donc, les discussions risquent d'être extrêmement glaciales, mais c'est un moyen de maintenir un petit fil avec Moscou. Évidemment, ce sera à suivre sur BFM TV. Merci Général Pellistrandi. Et on voit que dans cette guerre, il y a aussi une autre arme en ce moment qui est utilisée, celle de l'intimidation, puisque 6 ambassades ukrainiennes en Europe ont rapporté avoir reçu des colis contenant par exemple des yeux d'animaux. Des consulats sont également concernés par ces étranges envois. L'Ukraine dénonce une campagne planifiée de terreur. Camille Plaisant. Le dispositif de sécurité est à la hauteur de la menace. Très vite, les policiers espagnols se déploient autour de l'ambassade ukrainienne à Madrid et bouclent le périmètre. Plusieurs colis suspects ont été découverts avec à l'intérieur des yeux de poisson, un niveau d'alerte très élevé car déjà ce mercredi, un employé de la même ambassade a été légèrement blessé par une explosion alors qu'il ouvrait une lettre piégée. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainienne ordonne un renforcement de la sécurité dans toutes ses représentations diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères est chargé de renforcer la sécurité de toutes les ambassades ukrainiennes. Il a également appelé les autorités espagnoles à enquêter d'urgence sur cette attaque.
Depuis le début de la semaine, les ambassades ukrainiennes partout en Europe font en effet l'objet d'attaques ciblées comme ici aux Pays-Bas, où des paquets imbibés d'un liquide suspect ont été reçus. Les ambassades d'Ukraine en Pologne et en Croatie ont également reçu ce genre de colis. Au Vatican, c'est l'entrée de la résidence de l'ambassadeur qui a été vandalisée avec des matières fécales animales. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons constaté que les murs et les escaliers et même nos serrures étaient souillés par une substance nauséabonde. Alors immédiatement, nous avons appelé la police, les services spéciaux. Pour l'heure, aucun lien entre les différents événements n'a été fait directement. Les investigations sur les origines des colis suspects se poursuivent. Général Pellistrandi, quand le président Zelensky accuse la Russie d'une opération d'intimidation, il a raison? Est-ce qu'il est dans le vrai? En tout cas, il a certainement pas tort. On est dans cette stratégie de la tension, on est dans cette guerre hybride. Alors, guerre de haute intensité sur le territoire ukrainien avec le cortège de victimes, mais on a aussi cette stratégie de la tension. Donc là, ce sont les ambassades qui ont été visées, notamment à Madrid, où là, il s'agissait de lettres piégées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les ambassades, les consulats ukrainiens deviennent en quelque sorte des cibles potentielles. Ça veut dire également qu'on met une pression très forte sur les personnels de ces ambassades. Cela veut dire également que les autorités, les États hôtes doivent renforcer les mesures de sécurité. Donc, stratégie de la tension. Et donc, ça pose un vrai problème de sécurité parce que après, en dehors de Madrid, où il s'agissait donc de lettres ayant fait au moins un blessé, on pourrait passer à quelque chose de plus grave. Et donc, on est vraiment dans cette guerre hybride qui a commencé il y a bientôt 10 mois. Merci, Général Pellistrandi. Toujours à l'étranger, on prend la direction cette fois-ci de l'Indonésie où le volcan Semeru est entré en éruption. Aujourd'hui, un nuage de cendres a fait fuir les habitants des villages situés sur son flanc. Près de 2000 personnes ont été évacuées. Les autorités ont décrété l'alerte maximale, un an seulement après une catastrophe meurtrière qui avait fait des dizaines de morts. Adrien Portron. Une partie de l'île de Java en Indonésie, plongée dans la pénombre. Le volcan Semeru, situé à l'est, est entré en éruption ce dimanche. Le mastodonte a décidé de cracher son épais nuage de cendres, provoquant la panique des habitants qui se trouvent à proximité. Dans ce village, le ciel est constellé de cendres. Pas d'autre choix que de fuir au plus vite. Il pleut sur mon village et on ne voit rien. Il pleut des cendres volcaniques. La chose la plus importante est de partir du village pour sauver ma famille. Selon les services de secours, près de 2000 habitants ont été évacués vers des zones sûres, des abris temporaires. Nous avons préparé des écoles et des salles dans des villages à proximité. Nous les avons préparées pour accueillir les personnes évacuées. Les autorités ont demandé aux habitants de se tenir à au moins 8 km du cratère, car l'activité du volcan, elle, se poursuit et le nuage de cendres haut de 1,5 km se déplace rapidement. L'avalanche du nuage de gaz brûlant la plus éloignée a été enregistrée à 10 km du cratère. Le Centre de volcanologie et de prévention des catastrophes géologiques a décidé de relever le niveau d'alerte. Déjà au niveau 3, il passe au niveau 4, le plus élevé. Tout est fait pour éviter de revivre la catastrophe d'il y a un an. L'éruption de ce même volcan avait fait 51 morts. Dans un instant sur BFM TV, nous reviendrons sur cette annonce importante en Iran. La police des mœurs a été abolie. Est-ce un tournant? On en parlera dans notre prochain journal. À tout de suite. Il se lève tôt pour que vous soyez les premiers informés. Merci d'être avec nous et bon réveil. Bonjour Adeline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dès 6h sur BFM TV. Avec toujours de l'actu, de l'écho, de la politique, de la météo, de la culture. Ici, on parle de tout. Ça risque de devenir de plus en plus compliqué de légiférer. Il n'y aura pas de chèque transport, il n'y aura pas de bouclier. Là, ça va être au bon vouloir de la SNCF. La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est fabriqué en France. Aucun sujet n'est tabou. Vous êtes prêts? C'est une information BFM TV ce matin. Michel Sardou revient. Rien n'est interdit. Vous avez instantanément envie de danser. Je le vois sur le plateau. Et surtout pas la bonne humeur. Tu as remarqué, jolie cravate. Hein. Ouais. C'est un cadeau de Marc, ça y en avait besoin. Première édition, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30, en direct sur BFM TV. À Noël avec Red, facile de profiter à fond. Mais il n'y a pas de cadeau. Le plus dur,
c'est de s'arrêter. Les bons plans Red, c'est toujours un max de débit, sans engagement. Red by SFR. Je me battrai jusqu'au bout. Je ferai face. Nous, chercheurs, on est là. On ne vous lâchera pas. Ensemble, nous révolutionnons la médecine. Et nous continuerons à sauver des vies. Le Téléthon peut tout changer. Donnez-nous la force de guérir. C'est pas possible cette connexion. Chez moi ça va, c'est sûrement ton ordi. Mais c'est toi qui me pique tout le wifi. Ah, j'ai du réseau. Si quelqu'un a besoin du wifi, c'est ici. Un wifi fulgurant, c'est ça Intel Evo. Lancôme. Et si c'était enfin possible? Rénergie HCF triple sérum. 3 actifs dermatologiques maintenant dans une triple dose. Rénove la peau à tous les niveaux. Volume, rides, taches. 9 femmes sur 10 le choisiraient. Et vous? Découvrez votre routine personnalisée grâce à nos diagnostics soins experts sur lancôme.fr. Abonnez-vous dès aujourd'hui à l'offre 100% numérique du Parisien. Profitez d'un accès illimité à nos contenus sur notre site et notre application. Offre exclusive Le Parisien, 100% numérique. 99 centimes le premier mois et sans engagement. Le Parisien, créez du lien. Quand on est entrepreneur, on fait parfois des petites erreurs. Comme Jade qui organisait un séminaire nature. Peut-être un poil trop nature. Ou Paul qui a commandé des nouvelles chaises pour son resto. Et bah qui va les renvoyer du coup. Mais bon, ma préférée, je crois que ça reste quand même l'erreur de Léo. Heureusement, pour la gestion de leur paye, ils n'ont pas fait d'erreur en choisissant PayFit, la solution de paye simple, fiable et automatisée. Demandez une démo sur payfit.com. Be your own boss. Boss Bottle, Parfum, the new intensity. Voici Roomba Combo J7+, le seul robot aspirateur laveur doté d'une lingette entièrement rétractable pour protéger tapis et moquette. Une maison ne reste jamais propre très longtemps. Alors laissez Roomba Combo J7+ faire. La saleté, c'est son affaire. Chez Aldi, l'appareil à raclette avec pierre de cuisson et grill est à 29,99 €. Et en plus, vous avez 2 mois satisfaits ou remboursés. Non, merci, mais on la garde. Enfin on la garde. Moi j'ai toujours pas mon morceau de fromage. Ouais, c'est vrai, c'est pas cool. Vous pouvez y aller. L'appareil à raclette est à 29,99 € en ce moment chez Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Champs-Élysées de Lindt. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lindt dans les chocolats les plus raffinés. Enchantez vos fêtes avec la magie de Champs-Élysées de Lindt. Et célébrez toutes les festivités avec l'édition Triomphe. Lindt, maître chocolatier suisse. Freedom doesn't wait. Libre, l'eau de parfum original et le nouveau parfum Yves Saint Laurent. Happy holidays. Avec Kaspersky, votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. La météo avec Conto. Avec le compte pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et l'hiver s'installe tout doucement en ce début du mois de décembre. On a ce dimanche toujours autant de nuages sur la majeure partie du pays et on a toujours ces précipitations-là qui remontent de Méditerranée et qui, au contact de l'air froid, donc présent sur le Massif central, sur les Alpes du Sud, apportent de la neige et localement quelques pluies et neige mêlée qui remontent ici de la région lyonnaise. Tout cela va finir par s'évacuer, mais pas avant demain matin, près des frontières de l'Est, sur ce quart nord-est. Là, on va retrouver ces précipitations. Localement, quelques flocons sur l'extrême nord. Ailleurs, beaucoup de nuages. Ce sera quand même plus ensoleillé sur les Pyrénées, le Massif central et également toujours près des frontières de l'Est, jusque sur les Alpes, où le risque d'avalanche restera élevé sur les Alpes du Sud. Et ce sera encore le cas dans le courant de l'après-midi. Mais vous le voyez, les éclaircies vont vraiment s'imposer sur une bonne moitié sud,
Au nord, toujours des nuages et puis la dégradation du week-end qui finira de s'évacuer près des frontières du nord-est avec de la neige sur les Vosges au-dessus de 600 mètres. Les températures, ça reste froid. Regardez les températures au réveil, dégelées de plus en plus présentes sur le pays. 3 degrés seulement à Paris et dans le courant de l'après-midi, eh bien toujours un grand contraste entre le sud et le nord. 19 en Corse et 4 degrés seulement à Lille. C'était la météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. C'était la météo avec Conto. Avec le compte pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 16h30 à la une de l'après-midi info sur BFM TV, la police des mœurs abolie en Iran, annonce confirmée ce dimanche par le président Raïssi lui-même. Plus de 2 mois après les manifestations contre le régime des Mollahs et la mort de Mahsa Amini, les autorités ont-elles réellement entendu le cri de colère du peuple ou tentent-elles seulement de l'étouffer? Décryptage dans un instant. L'autoroute A75 bloquée à cause de la neige à hauteur des Monts Verts dans le nord de la Lozère, tout près de l'aire de la Lozère. Image impressionnante, vous le voyez, de ces nombreuses voitures arrêtées. Vous entendrez le témoignage d'un automobiliste dans ce journal. Un nouvel hôpital visé par une cyberattaque et une demande de rançon. C'est le centre hospitalier André Mignot de Versailles qui a été ciblé hier soir. Conséquence, un accueil limité et des transferts de patients. Le ministre de la Santé, François Braun, affirme que des mesures urgentes de sécurité informatique ont été prises. Et puis le chef étoilé Thierry Marx appelle dans une tribune à une régularisation de salariés étrangers dans l'hôtellerie-restauration. De son côté, dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Macron entend faciliter l'intégration des étrangers et l'insertion par le travail. En Iran, 2 mois et demi après le début de la révolte à la suite de la mort de la jeune Mahsa Amini, la très controversée police des mœurs qui avait arrêté la jeune étudiante a été abolie. Le président Ebrahim Raïssi lui-même a déclaré dans un discours que bien qu'ancrés dans la Constitution, les fondements républicains et islamiques pourraient être infléchis. Les détails de notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Absolument. Cette déclaration a été faite en même temps que l'annonce faite par le procureur général de l'Iran, qui a affirmé que la police des mœurs était dissolue ou abolie ou terminée, selon les termes, la traduction du terme qui a été utilisé. C'est une annonce et une décision sans doute pour une tentative d'apaisement, alors que le mouvement de protestation se poursuit toujours depuis près de 3 mois maintenant. En même temps, le procureur général a annoncé que le Parlement et le Conseil suprême de la révolution culturelle, qui est présidé par le président iranien lui-même, travaillaient sur une modification de la loi sur l'obligation du port du voile. Donc, peut-être une annonce pour une tentative de changement de cette loi dans un sens moins restrictif, moins rigide. Il a annoncé que d'ici une quinzaine de jours, les résultats de ces travaux seront annoncés. C'est une manière donc de tenter d'apaiser le climat actuellement, d'autant plus qu'il y a des appels pour de nouvelles manifestations à partir de demain jusqu'à mercredi, manifestations et grèves dans le pays. On va voir comment les gens vont réagir, si cette tentative d'apaisement sera acceptée par les manifestants, ou en tout cas une partie d'entre eux, puisque le pouvoir tente de démobiliser une partie des manifestants qui protestent depuis 3 mois maintenant. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi à Téhéran pour BFM TV. C'est le 16 septembre que Mahsa Amini est mort, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs, aujourd'hui donc révoquée. Un événement qui a soulevé une vague de contestation contre le régime iranien et une très forte répression qui a fait plusieurs centaines de morts. Aurore Villemur. Elle est à l'origine du mouvement de contestation hors norme qui secoue le pays depuis près de 3 mois. En Iran, la police des mœurs a été abolie. Annonce du procureur général. Une police violente, créée pour répandre la culture de la décence et du hijab, et qui sème la terreur dans les rues du pays depuis près de 20 ans. Elle insistait beaucoup sur les femmes et sur le voile, car en fait pour eux, ce voile ou ce voile complet, un niqab et tout ça, sont, comme je dis, la base essentielle du régime. C'était sa mission principale. Voilà, une des raisons principales. En prenant cette décision, le gouvernement iranien a-t-il cédé sous la pression des manifestants? Depuis des mois, les Iraniens mettent leur vie en danger pour manifester. Les femmes retirent leur voile. J'aimerais être l'égale de l'homme. J'ai peur de sortir comme ça, mais je vais le faire. Dansent dans les rues en le faisant voler au-dessus de leur tête.
le brûle même parfois, sous les acclamations de la foule. Malgré une violente répression, les manifestants ne lâchent pas. Mort au dictateur, crient ici ensemble des étudiants. À l'origine de leur révolte, la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, 3 jours après avoir été arrêté par la police des mœurs pour n'avoir pas couvert ses cheveux. Depuis le 16 septembre dernier, plus de 300 Iraniens sont morts lors des manifestations, selon un général iranien. On en parle avec Christian Chesneau qui est en plateau avec nous, grand reporter à France Inter, auteur du livre Le Qatar en 100 questions aux éditions Talendier. Le Qatar, bien sûr, au cœur de l'actualité, mais il y a aussi l'Iran. Vous êtes un fin connaisseur des questions internationales. Cette abolition de la police des mœurs, créée en 2005, qui est intervenue à peine un jour après cette annonce hier de la réforme de la loi sur le port du voile datant de 1983. Est-ce que la rue a réussi finalement à faire fléchir les autorités ? Incontestablement, parce que s'il n'y avait pas eu ces protestations massives, ces manifestations dans tout le pays, le régime, le pouvoir n'aurait rien fait. Alors on va voir maintenant comment ça va se passer, parce que là, ils cherchent à gagner du temps. C'est un peu un contre-pied tactique, pour reprendre un terme de football. La loi sur le voile, ça va durer encore quelques semaines. On va voir effectivement les manifestants s'ils maintiennent leur pression. Apparemment, oui, ils vont continuer. Après, jusqu'où ça peut aller ? Est-ce que c'est la fin de l'histoire, la fin de la crise ? Ou est-ce qu'après le voile, on va demander autre chose, c'est-à-dire une forme de démocratisation ou d'autres réformes. Ça, on le verra. Le régime n'a pas forcément envie de céder. C'est-à-dire que oui, peut-être sur les questions sociétales, mais après, vous avez un régime qui se durcit. D'ailleurs, l'histoire de cette police des mœurs, elle a été durcie avec le nouveau président Raïssi, alors que sous la présidence Rouhani, elle était beaucoup plus relâchée. Moi, j'avais été à Téhéran à cette époque. Les femmes, le voile était très en arrière des cheveux. Donc là, il y a un durcissement, presque une calcification du régime qui se durcit, qui se bunkérise. Jusqu'où il peut aller, il va lâcher certainement un petit peu. Après, est-ce que c'est le début d'autre chose ou pas ? On le saura dans les prochaines semaines. Ouais, c'est donc d'autant plus paradoxal que ce soit le président Raïssi lui-même qui annonce ce matin cette fin de la police des mœurs. Est-ce qu'on peut espérer quand même peut-être un changement en profondeur du régime à ce stade ? Non, le régime va pas changer en profondeur. Encore une fois, là, c'est plutôt cosmétique. On fait encore une diversion, on fait un pas de côté tactique pour gagner du temps, pour essayer de démobiliser, comme l'a dit Siavash Ghazi à Téhéran, démobiliser les gens, parce qu'une fois que vous avez enlevé le voile, et vous n'avez plus de police des mœurs, après, qu'est-ce que vous allez réclamer ? C'est-à-dire qu'après, c'est la chute du régime ou une révolution politique. Et là, on n'est pas forcément dans cette logique, dans cette équation de changement de régime. Les manifestations sont massives, mais on n'est pas, par exemple, en 2009, où vous avez 1 million de personnes dans la rue. Là, vous avez beaucoup de mouvements sociaux dans les universités, les femmes, mais on n'est pas dans une phase de prise de pouvoir, de renversement du régime. On verra si là, c'est un coup d'arrêt ou si ça enclenche autre chose. Est-ce que ça peut quand même, d'une manière générale, améliorer la situation des femmes, pour les droits des femmes ? Forcément, si vous n'avez plus à porter le voile, parce qu'encore une fois, je répète, c'est depuis 83, que vous soyez chrétienne, juive, musulmane, hindoue ou étrangère, vous étiez obligé de porter le voile. C'était une obligation. Vous vous souvenez, il y avait eu ces incidents avec les hôtesses d'Air France, les hôtesses qui avaient dit, moi je refuse d'aller à Téhéran parce qu'ils m'obligent à porter le voile. Donc forcément, ça sera une victoire, mais ce que veulent les manifestants, c'est un peu plus que ça. C'est aussi une forme de démocratisation, de plus respirer, d'avoir un horizon. L'Iran est une citadelle assiégée en ce moment et ils veulent un peu pousser les murs. On entendait dans le reportage, un responsable, un général iranien reconnaît 300 et quelques arrestations, morts dans ces manifestations. Il y en a beaucoup plus selon les organisations internationales. Qu'est-ce qu'on sait justement de cette répression des manifestations de ces dernières semaines ? On parle de 400, mais elle est quand même moindre que celle de 2009. C'était 1500 morts en 2009. Et vous aviez Téhéran à feu et à sang. On n'a pas ça. Ça ne veut pas dire que le régime, effectivement, la poigne de fer ne va pas s'assagir. Ils vont continuer. C'est pour ça qu'il manie un peu le bâton et la carotte. C'est-à-dire que le bâton va rester dans la main du régime et puis il fait des ouvertures en espérant finalement ça démobilise les gens et que les gens vont un peu mordre dedans. Parce que le régime, encore une fois, n'est pas menacé. C'est-à-dire que les organes vitaux, c'est-à-dire la télévision, les ministères, le gouvernement, le centre de la guidance, là où est le guide Ali Khamenei, il n'y a pas eu, de prise du palais. C'est-à-dire vous avez ce que redoute le pouvoir, c'est quoi ? C'est effectivement 800 000, 1 million de personnes qui marchent sur les ministères, qui marchent sur la maison du guide. Et là, évidemment, on serait dans une phase pré-révolutionnaire. Dans l'actualité également de ce dimanche, il y a la neige. Ces premières images de fortes chutes de neige de la saison et leurs conséquences. Regardez ces images témoins qui nous parviennent du nord de la Lozère où de fortes précipitations neigeuses
ont semé la pagaille sur l'autoroute A75 à hauteur des Monts-Verts, tout près de l'aire de la Lozère. La Lozère placée en vigilance jaune, neige et verglas. Cédric Grelon a été bloqué un long moment sur place. Lui aussi, il nous raconte ce qui s'est passé et comment il s'est sorti de cette situation. Je suis parti à 9h de Clermont-Ferrand pour rejoindre ma famille en Aveyron, pour retourner chez moi. Et à environ une trentaine de kilomètres de l'aire de la Lozère, justement, la neige a commencé à vraiment bien tomber. Il y avait déjà depuis un moment, parce que je sais que dans la nuit déjà, il y avait eu une petite alerte. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que les gens se sont engagés sur cette voie, malgré qu'il n'y ait pas d'équipement. On vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos images témoins sur imagetémoins.bfmtv.com. Également dans l'actualité, cette nouvelle cyberattaque d'un hôpital après celui de Corbeil. Cette nouvelle attaque a visé ce matin celui de Versailles. Un terrorisme très inquiétant selon l'urgentiste Patrick Pelloux. Invité de BFM Politique à la mi-journée, le ministre de la Santé François Braun a précisé les premières mesures d'urgence mises en œuvre. L'hôpital s'est mis en mode un petit peu crise, en mode protection, en tout cas protection de ses données, et maintient son fonctionnement avec, pour l'instant, une prudence qui est de mise. Je pense en particulier les urgences accueillent les patients, mais le SAMU, qui lui n'est pas touché, ça je suis déjà rassuré, il n'y a pas de problème par rapport à ça, le SAMU n'est pas atteint. Le SAMU réoriente les patients vers d'autres services le temps qu'on puisse faire un diagnostic plus précis. Mais en tout cas, l'attaque a été détectée tôt. Pas d'impact immédiat, pas de transfert envisagé pour l'instant, mais une prudence en tout cas dans les heures qui viennent. Et comme à chaque fois, nous sommes prêts à réagir et le SAMU s'est mis en ordre de marche pour réagir s'il devait y avoir des transferts. À suivre sur BFM TV, le chef étoilé Thierry Marx demande dans les colonnes du journal du dimanche une régularisation rapide des salariés étrangers de l'hôtellerie et de la restauration. La question de l'immigration dans l'agenda du gouvernement ces prochaines semaines. Vous entendrez aussi dans quelques instants le point de vue du restaurateur Xavier de Namur. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Hop. Regarde, un petit U, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. Jolie voiture. Pas mal non plus, la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. Fiat anticipe le futur bonus écologique de 7 000 € dès maintenant et pour tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Quand on est entrepreneur, on fait parfois des petites erreurs. Comme Jade qui organisait un séminaire nature, peut-être un poil trop nature. Heureusement, pour la gestion de sa paye, elle n'a pas fait d'erreur en choisissant PayFit, la solution de paye simple, fiable et automatisée. PayFit, vous ne pouvez pas vous tromper. Je me battrai jusqu'au bout. Je ferai face. Nous, chercheurs, on est là. On ne vous lâchera pas. Ensemble, nous révolutionnons la médecine. Et nous continuerons à sauver des vies. Le Téléthon peut tout changer. Donnez-nous la force de guérir. Que faire après le bac? Quelles études choisir? Au Carrousel du Louvre, les 10 et 11 décembre, 2 salons du groupe Le Monde pour choisir votre orientation. Le salon des grandes écoles, le SAGE, et le salon des formations artistiques, le START. Rencontre avec les écoles, coaching, conférences. Faites le plein d'infos et de conseils. Inscrivez-vous dès maintenant gratuitement au salon SAGE et au salon START. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. C'est transformer un simple créneau en une arrivée remarquée. Et même faire oublier que l'on s'est fait attendre. Peugeot 3008. Avoir de l'allure, ça fait toute la différence.
Dans quelques secondes, Kiki va rien comprendre à ce qui se passe. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 140 millions d'euros. La Martinique, vous y êtes venu pour ces plages de rêve. Et elle vous a offert un nouveau paradis. Elle vous a offert une nouvelle nature, de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouvelles traditions. Et au bout de votre voyage, elle vous a offert ce que vous n'étiez pas venu chercher. Une nouvelle famille. La Martinique, elle vous aime. Ok, c'est une banque sans actionnaire, mais ça reste une banque. Faut qu'elle fasse du chiffre. Oui, t'as raison. Eh ben voilà. Et ce chiffre, c'est celui de la satisfaction client. Oui, bah, elle m'explique mieux que toi. Sans actionnaire, nous n'avons que nos clients à satisfaire. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Oh, attends un peu, regarde-toi. Beau gosse. Oh, je vole. Papa, je suis en visio là. Désolée, je suis de retour. Bon bah, je vous laisse. Hein. Super style, monsieur Fox. Être toujours à son avantage, c'est ça, Intel Evo. Abonnez-vous dès aujourd'hui à l'offre 100% numérique du Parisien. Profitez d'un accès illimité à nos contenus sur notre site et notre application. Offre exclusive Le Parisien, 100% numérique. 99 centimes le premier mois et sans engagement. Le Parisien, créez du lien. L'Express, s'informer pour réussir. Je peux vous aider? J'hésite sur le reconditionné. Rassurez-vous, ils sont tous vidés, révisés et testés. Ah ouais? C'est le Père Noël qui s'en occupe. Joyeux Noël, mon grand. Tu sais comment il fait le Père Noël? Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Pourquoi me poser des limites? Je ne suis jamais la même. Mais je suis toujours moi-même. Paradoxe. Le nouveau parfum de Prada. – 16h46 à la une de l'après-info. L'autoroute A75 bloquée à cause de la neige à hauteur des Monts Verts. C'est dans le nord de la Lozère. Des images impressionnantes, vous le voyez, de ces nombreuses voitures qui ont été arrêtées dans l'après-midi au niveau de l'aire de la Lozère, le département qui était en vigilance jaune, neige et verglas. Également dans l'actualité de ce dimanche, cette déclaration du chef étoilé Thierry Marx. Nous demandons une régularisation rapide de nos salariés étrangers. Le nouveau président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui s'est exprimé dans les colonnes du journal du dimanche. Alors qu'en pense le restaurateur Xavier de Namur? Il était notre invité tout à l'heure. On a des salariés dans notre secteur qui travaillent de manière régulière, qui sont déclarés et qui en même temps n'ont pas les vrais papiers. C'est-à-dire que vous savez qu'on a un problème de gens qui ont des vrais faux papiers et qui peuvent tout à fait travailler pendant des années et qu'il faut, à un moment, on s'aperçoit qu'ils ont des faux papiers et qu'ils ne sont pas eux. Donc ils ont effectivement, il y a une fraude, mais comment on fait pour les régulariser puisqu'on a besoin d'eux dans nos cuisines, dans nos salles, parce que vous savez, alors c'est plutôt un sujet très sur les grandes agglomérations et l'Île-de-France, puisque vous avez des fois jusqu'à 50-70% de travailleurs étrangers dans la restauration. Est-ce que vous estimez, comme Thierry Marx, qu'il faut ajouter l'hôtellerie à la liste de ces fameux métiers en tension évoqués par le gouvernement?
Je pense que les métiers en tension, entre l'hôtellerie, le BTP, le service à la personne, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a toujours eu des vagues d'immigration et des vagues de migrants qui viennent pour remplacer des postes que ceux qui sont sur place ne veulent plus faire. Vous avez eu la période où vous aviez, on critiquait la France-Pologne, le plombier polonais en pensant qu'il allait piquer le boulet de tous les Français. Vous avez bien vu qu'il y a toujours besoin de gens, de main-d'œuvre dans le BTP. Vous avez eu les Italiens et les Espagnols qui ont travaillé à un moment, ou qui travaillent toujours d'ailleurs, les Portugais dans les champs, et on n'a pas parce qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre. Donc effectivement, il faut trouver des solutions. Ce n'est pas une histoire d'appel d'air, comme on entend de la part du Front National. Il faut trouver des solutions parce qu'on a des situations abracadabrantesques dans les entreprises où vous avez des salariés qui ne peuvent pas être déclarés, ou qui sont déclarés en fait, mais qui ne peuvent pas être régularisés. Et donc du coup, ça pose un réel souci à l'employeur qui prend un risque énorme en les conservant dans l'entreprise. Est-ce que vous estimez qu'il faut finalement dépasser le tabou de la question de la régularisation des nombreux employés sans papier qui travaillent dans votre secteur? Alors, il est clair que ceux qui travaillent de manière irrégulière dans mon secteur, parce qu'ils ne sont pas déclarés, ça c'est un autre problème, parce que vous savez que dans le projet de loi, les travailleurs étrangers peuvent faire eux-mêmes maintenant la demande, donc d'être proactifs, de faire une demande de régularisation. Quand ils sont dans une entreprise où ils ont été déclarés pour l'employeur, ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça va simplifier les problématiques administratives. Par contre, si le salarié n'était pas déclaré dans une entreprise, l'employeur il risque des peines de prison, des amendes, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, avec cette loi, les employeurs ont intérêt à se mettre d'équerre. Ça c'est clair. Parce que le problème de nos métiers, c'est pas simplement de trouver des gens qui seront moins bien payés. Enfin, en tout cas, on a un problème de salaire et de valorisation des salaires. Il s'agit aussi d'amener des gens à travailler longtemps dans nos métiers. Alors cette loi, on nous propose de faire des contrats d'1 an, ça marche pas. Il faudra des contrats. Moi, quand j'ai des étrangers chez moi, ils sont là depuis 25 ou 30 ans. Xavier de Namur, restez avec nous. On va décrypter la situation sur cette question d'un point de vue politique maintenant, puisque dans un entretien aux Parisiens, Emmanuel Macron a parlé immigration, une thématique donc à l'agenda du gouvernement. On décrypte ça avec vous, Mathieu Coach, du service politique de BFM TV. Le président a semblé briser justement un tabou sur cette question de la régularisation des étrangers sans papier. Est-ce que ça veut dire pour autant que le gouvernement est prêt à le mettre en place? Eh ben non, parce que régularisation, c'est le mot qui reste tabou. D'ailleurs, il n'apparaît pas dans cette interview. C'est pour ça que pour l'instant, d'ailleurs, on comprend rien ou pas grand-chose au volet travail de cette réforme de l'immigration qui va être débattue dans les jours qui viennent. Voilà ce que dit le président dans une interview aux Parisiens aujourd'hui. Il dit « Soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. » Et il ajoute « Je veux qu'on intègre plus vite et mieux les personnes qui arrivent de l'étranger et que l'on choisit de garder. » Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, mais il y a entre 400 000 et 1 million de sans-papiers actuellement sur le territoire, dont beaucoup travaillent déjà dans ces secteurs sous tension, et que le président semble vouloir régulariser. Sauf que quand on demande aux ministres qui sont en charge de cette réforme comment ils veulent procéder, Olivier Dussopt, Gérald Darmanin, ils expliquent qu'il n'y aura pas de régularisation, que ce sera des études au cas par cas, en fonction de l'ancienneté sur le territoire et de l'occupation d'un emploi. Ça existe déjà. C'est extrêmement long et complexe. C'est ce que disait d'ailleurs votre invité il y a quelques instants. Ça s'appelle la circulaire Valls et ça concerne seulement 7000 personnes par an. On est donc très très loin des ambitions annoncées par Emmanuel Macron. Et il y a pour l'instant, c'est vrai, beaucoup d'incohérences et de frilosité politique autour de cette réforme. On attend des précisions cette semaine, notamment par la Première ministre. Benjamin Morel est avec nous également, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Au sein du gouvernement, tous ne sont pas sur la même ligne. Tous ne sont pas sur la même ligne et c'est une réforme qui aujourd'hui est extrêmement problématique pour le gouvernement pour 2 types de raisons. D'abord, il y a une raison d'opinion. Vous avez un électorat notamment de droite qui aujourd'hui compose à peu près les 2/3 de l'électorat du président de la République, qui n'a pas une défiance économique vis-à-vis de l'immigration, mais une défiance culturelle. Et donc, ce faisant, c'est un signe qui, s'il lui était adressé, serait un signe perçu extrêmement négativement. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez les dernières enquêtes sur l'électorat populaire et son rapport à l'immigration, il y a une crainte aujourd'hui d'une grande partie de l'électorat populaire d'une pression sur les salaires. Or là, évidemment, quand vous allez chercher des ingénieurs qui ont une compétence particulière, vous pouvez penser que ça ne joue pas vraiment sur la pression sur les salaires. Là, en revanche, il peut y avoir une crainte qui peut être vue comme plus ou moins légitime par une partie de nos concitoyens. Donc pour le gouvernement, évidemment, c'est marcher sur des œufs, voire sur de la dynamite. Ensuite, on parlait de la réforme, et en effet, la question de l'ouverture de ces emplois dans le cadre de la réforme Darmanin pose également un problème, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour voter cette réforme. Il n'y a plus qu'un 49 alinéa 3 avant le 30 juin. Vous avez une réforme des retraites qui n'a pas non plus, a priori, pour l'instant, de majorité pour la voter.
voter. Donc on ne sait pas à qui ira ce 49 alinéa 3. Et quoi qu'il arrive, eh bien, LR, si jamais elle devait voter cette réforme, eh bien, voterait une version beaucoup plus dure de cette réforme, où probablement ces dispositions-là disparaîtraient de la réforme en question. Donc on voit qu'actuellement, le gouvernement marche sur des œufs et dans une situation de tension à la fois vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de sa majorité, d'où une forme d'imprécision, d'où des tensions sur la stratégie à adopter au sein de ce gouvernement et d'où une incertitude sur, eh bien, in fine, l'adoption même de cette loi. Actualité politique encore et un meeting pour se relancer 1 an après la grand-messe d'Éric Zemmour à Villepinte. Le chef du parti Reconquête réunit ses partisans au Palais des Sports de Paris. Loïc Besson, vous suivez pour BFM TV ce meeting. Quel est l'objectif de ce rassemblement payant ? Un anniversaire assez express, près de 40 minutes de discours et pour cause, pas question de rater le match de l'équipe de France et justifier Éric Zemmour pour les 1 an de Reconquête. Il voulait marquer le coup, réunit près de 4000 adhérents ici, malgré le froid, malgré la grève SNCF. Il n'y a que vous qui peuvent faire ça, leur a-t-il lancé. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, il est toujours question de l'échec de l'union des droites pour justifier ses propres échecs électoraux, même si là-dessus on sent un assouplissement. Il a dit: je veux m'adresser à tous les Français, qu'ils soient de métropole ou des campagnes, qu'ils aiment lire ou bien qu'ils aiment les chats. Évidemment, chacun ici aura noté la référence à Marine Le Pen. Pas spécialement de changement, donc pas spécialement de nouveau souffle, mais ça, c'est assumé par l'entourage d'Éric Zemmour. Si l'on ne soucie que des idées, on passe pour un parti d'intellectuels déconnectés, mais si on ne se soucie pas des idées, on devient comme les autres, je cite, des ambitieux sans conviction, à la seule recherche de la place du poste, du mandat. Idée, action, élection. Voilà le triptyque martelé pour justifier le sens de ce mouvement. Les actions, c'est sur Lola, bien sûr, dernièrement, ou encore cette enseignante pointée du doigt pour avoir voulu organiser une sortie scolaire sur la thématique des migrants à Calais. Enfin, référence aussi à l'actualité qui lie toujours à ces sujets de prédilection. Éric Zemmour, dans la France d'Emmanuel Macron, on donne 1 milliard d'euros à l'Afrique et en même temps, on ferme des écoles parce qu'on n'a plus d'électricité ou les moyens d'allumer le chauffage pour nos enfants. Ils financent le grand remplacement, ils oublient le grand déplacement. Voilà un peu pour vous donner la tonalité, le résumé de ce meeting anniversaire ici au Palais des Sports à Paris. Reconquête qui vise désormais une prochaine échéance électorale, les européennes. Merci beaucoup Loïc Besson avec Jean-Baptiste Margotta. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous.